Bienvenue pour cette explication des règles de base de Star Squadrons, un jeu de stratégie pour 2 joueurs qui mêle jeu d'affrontement classique, wargame et battle royale. Dans Star Squadrons, chaque joueur dirige un escadron de chasseurs de l'espace, envoyé en première ligne par sa flotte pour s'emparer d'un vaisseau alien abandonné, qui selon la rumeur, contiendrait une arme dévastatrice. Chaque escadron est composé de 14 chasseurs ordinaires de couleur claire et d'un chef d'escadron de couleur foncée. Si vous connaissez un peu les échecs, le chef d'escadron est un peu la reine et le roi du jeu. Il est plus puissant qu'un chasseur ordinaire, mais il faudra absolument le protéger. Chaque pion représente un point de vie, donc un chasseur ordinaire a un seul point de vie, et le chef d'escadron 3 points de vie. Au milieu du plateau, les 3 pions représentent quant à eux les points de contrôle du vaisseau alien, disposés ici spécifiquement pour une partie à 2 joueurs. Les chasseurs pourront les occuper et continuer d'agir normalement une fois dessus. Il y a plusieurs manières de gagner la partie. La première est de s'emparer du vaisseau alien. Pour cela, un joueur doit, dès le début de son tour, soit occuper 2 points de contrôle avec 2 chasseurs ordinaires, ou un seul point de contrôle, mais avec le chef d'escadron. Pour qu'un contrôle soit valide, il faut aussi qu'un occupant ne soit pas sous la menace d'une attaque létale directe. Être menacé signifie qu'un chasseur adverse pointe déjà l'occupant depuis une case adjacente et pourrait effectuer une attaque infligeant des dégâts si c'était son tour de jouer. Dans cet exemple, si le chasseur gris se trouve face à face avec un chasseur bleu, ce dernier pourrait potentiellement faire une attaque dite de joute, c'est-à-dire infliger un point de dégâts au chasseur gris en sautant par-dessus lui, comme au jeu de dames. Dans ce cas, gris ne contrôle pas la case. En revanche, si sa case arrière est occupée par n'importe quel chasseur, gris contrôle bien la case, car la joute est la seule attaque létale possible de face, et la case arrière de la cible doit être libre. Même chose si bleu est adjacent mais ne vise pas gris, il n'est pas une menace. Sinon, un joueur peut aussi gagner la partie en détruisant tous les chasseurs ordinaires adverses, ou bien en détruisant uniquement le chef d'escadron adverse. Enfin, un joueur peut gagner la partie en bloquant l'adversaire. En effet, dans Star Squadrons, un chasseur agit en dépensant des points d'action, et si le joueur actif ne peut pas dépenser au moins un point d'action avec l'un de ses chasseurs, il perd la partie. Venons-en au plateau. Sur celui-ci, vous pouvez voir différentes limites de couleur rouge qui interviendront pour le côté Battle Royale du jeu. Au début de la partie, les chasseurs vont s'affronter dans la zone dite d'escarmouche qui couvre toutes les cases du plateau. Au-delà de la ligne rouge se trouvent les vaisseaux amiraux des 2 armées qui vont venir s'immiscer progressivement dans la bataille avec leurs canons anti-chasseurs. Cette zone extérieure est considérée comme une case libre, car un chasseur peut s'y retrouver durant certaines attaques que l'on verra plus loin. Néanmoins, tout chasseur qui sort du plateau est automatiquement détruit par la DCA adverse. Les lignes pointillées, quant à elles, délimitent les 2 zones d'artillerie qui vont éventuellement s'activer au cours de la partie. Cela signifiera que les vaisseaux amiraux se rapprochent lentement mais sûrement de l'objectif. La zone d'artillerie 1, représentée par la première couronne de cases, s'activera si, à la fin du tour d'un joueur, le total des chasseurs ordinaires détruits est de 10 ou plus, quelle que soit sa couleur et sans compter les pions du chef d'escadron. Puis, la zone d'artillerie 2 s'activera si ce total atteint 20 ou plus. Dès lors, tout chasseur qui se trouve dans une zone d'artillerie au moment de son activation, ou qui s'y retrouve à la fin d'une attaque, est automatiquement détruit. Toutefois, à la différence de la zone extérieure, un chasseur actif peut toujours se déplacer partiellement via une zone d'artillerie active tant qu'il ne s'y arrête pas et qu'il finit son déplacement dans la zone d'escarmouche. Par conséquent, à chaque fois qu'une zone d'artillerie s'activera, la zone d'escarmouche se réduira d'autant jusqu'à ne couvrir que la petite zone centrale. Alors comment se déroule un tour de jeu ? Durant son tour, on ne peut jouer qu'un seul chasseur. Si c'est un chasseur ordinaire, il aura 3 points d'action pour agir, et si c'est le chef d'escadron, 4 points d'action. Voyons d'abord les différentes phases de jeu. Le tour d'un joueur se décompose en 2 phases. Phase 1, le chasseur sélectionné, c'est-à-dire le chasseur actif, peut pivoter d'autant de crans qu'il le souhaite vers une autre case, tant qu'il n'y a aucun ennemi adjacent. Cette action est gratuite et coûte donc 0 points d'action. Phase 2, le chasseur actif peut dépenser tout ou partie de ses points d'action pour faire un déplacement tactique et ou attaquer un ennemi adjacent situé dans sa ligne de mire, c'est-à-dire uniquement sur la case avant du chasseur actif. Attention, un chasseur actif doit toujours dépenser au moins un point d'action, sinon le joueur actif perd la partie. Notez que toute attaque met automatiquement fin au tour et tout point d'action restant est ignoré. Un chasseur actif peut donc soit faire un déplacement tactique simple, soit faire un déplacement tactique et attaquer, soit attaquer directement depuis sa case de départ. Bien entendu, le joueur actif doit signaler que son tour est fini s'il n'attaque pas et ne dépense pas tous ses points d'action. Voyons maintenant le détail de chaque action et les interactions entre chasseurs. Durant la phase 1, on a vu qu'un chasseur actif peut pivoter d'autant de crans qu'il le souhaite, sauf s'il y a un ennemi adjacent. Dans ce cas, le chasseur actif peut subir une action passive dite de proximité de la part du chasseur adverse. Dans cet exemple,
Si gris se trouve sur l'une des 3 cases avant d'un adversaire, il ne peut pivoter que d'un cran maximum lors de sa rotation initiale, de 2 crans maximum s'il se trouve sur l'une des 2 cases latérales arrière et de 3 crans sur la case arrière. Bien entendu, si plusieurs adversaires sont adjacents au chasseur actif, on applique la situation la plus défavorable. Pour effectuer un déplacement tactique, le chasseur actif doit dépenser un point d'action pour avancer d'une case, toujours en suivant son orientation. Avec ces 3 points d'action, un chasseur ordinaire peut dépenser 1, 2 ou 3 points d'action pour se déplacer de 1, 2 ou 3 cases, mais dans ce dernier cas, il ne pourra pas attaquer. Durant son déplacement, un chasseur actif peut éventuellement tourner gratuitement d'un certain nombre de crans, mais pour cela, le joueur actif doit d'abord annoncer le nombre total de cases de déplacement qu'il souhaite effectuer, car cela va déterminer le nombre de crans maximum autorisés sur chaque case de déplacement. En d'autres termes, plus le chasseur est rapide, moins il peut tourner. Ainsi, un chasseur ordinaire qui fait un déplacement tactique d'une seule case peut ensuite tourner de 2 crans au maximum. S'il se déplace de 2 cases, il peut tourner d'un cran maximum sur chaque case de déplacement. Et s'il se déplace de 3 cases, il ne peut pas tourner durant son déplacement. Avec ces 4 points d'action, le chef d'escadron peut quant à lui se déplacer jusqu'à 4 cases et peut tourner d'un cran supplémentaire sur chaque case de déplacement par rapport à un chasseur ordinaire. Concernant les cas particuliers, un chasseur actif peut se déplacer et tourner via une case occupée par un allié, mais il ne peut pas s'y arrêter et doit obligatoirement finir son déplacement tactique sur une case libre. En revanche, il ne peut pas se déplacer via une case occupée par un chasseur adverse. Enfin, il est interdit de simplement se déplacer vers l'extérieur du plateau ou dans une zone d'artillerie active, c'est-à-dire de se suicider pour activer à son avantage la prochaine zone d'artillerie, voire éviter de perdre par reddition en dépensant au moins un point d'action. Voyons maintenant les attaques. Il existe 4 types d'attaques, la joute, la rafale et l'embuscade, qui sont des attaques létales infligeant 1 point de dégâts, et le dogfight, qui est non létal. Chacune de ces attaques est possible selon un ou plusieurs angles par rapport à la cible et pour un certain coût en point d'action. Notez toutefois qu'il est interdit d'attaquer depuis une case occupée par un allié ou depuis une case située dans une zone d'artillerie active. Enfin, durant une attaque, le chasseur actif peut être amené à réaliser un déplacement offensif et ou une rotation offensive, tous les deux inclus dans l'attaque. Passons les attaques en revue. La joute. Un chasseur peut attaquer en joute uniquement depuis la case avant de sa cible, c'est-à-dire face à face. Cela lui coûte 1 point d'action et inflige 1 point de dégâts. Cependant, il y a 2 autres conditions pour pouvoir attaquer en joute. Premièrement, le chasseur attaquant n'a pas le droit de faire une rotation initiale, ni une rotation tactique sur la case avant de sa cible avant de l'attaquer. Il doit donc commencer son tour face à sa cible, ou bien arriver directement face à sa cible lorsqu'il pénètre sur sa case avant à la fin de son déplacement tactique. Deuxièmement, durant la joute, le chasseur attaquant doit obligatoirement se déplacer sur la case arrière libre de sa cible. Si cette case est occupée, il ne peut pas attaquer en joute. Une fois sur la case arrière, il peut se tourner d'un cran maximum. Cas particulier, si la zone extérieure du plateau ou une zone d'artillerie active se trouve dans le dos de la cible, le chasseur attaquant peut parfaitement finir dans cette zone. Ici, ce n'est pas considéré comme un suicide, mais comme un sacrifice. La rafale. Un chasseur peut attaquer en rafale depuis pratiquement tous les angles sauf la case avant. Depuis une case latérale avant, l'attaque coûte 3 points d'action, 2 points d'action depuis une case latérale arrière et 1 point d'action depuis la case arrière. Après avoir infligé 1 point de dégâts, le déplacement est facultatif. L'attaquant peut donc choisir d'avancer ou non sur la case éventuellement libérée. Qu'il se déplace ou non, le chasseur attaquant peut là aussi se tourner d'un cran maximum. Dans cet exemple, c'est au tour de gris qui occupe un point de contrôle. Il effectue une rotation initiale d'un cran, attaque directement le chasseur adjacent en rafale avec 3 points d'action et choisit de ne pas faire son déplacement offensif. Il peut ainsi continuer de revendiquer le point de contrôle. Pour finir, il décide de se tourner d'un cran pour revenir à sa position de départ. L'embuscade. Si un chasseur adverse a ses 3 cases avant occupées par n'importe quel chasseur, un chasseur actif peut l'attaquer en embuscade depuis une case latérale arrière pour seulement 1 point d'action et lui infliger 1 point de dégâts. Si le chasseur est détruit, l'attaquant doit obligatoirement se déplacer sur sa case, puis il peut tourner d'un cran maximum. Le dogfight. Un chasseur actif peut attaquer en dogfight depuis n'importe quel angle pour 1 point d'action. Cette attaque n'inflige aucun dégât mais permet de déplacer l'adversaire. Dans l'ordre, voici la résolution d'un dogfight. Le joueur attaquant peut tourner la cible d'un cran vers une case libre, puis l'avancer obligatoirement sur cette case. Le chasseur attaquant doit alors obligatoirement avancer sur la case libérée, puis il peut se tourner d'autant de crans qu'il le souhaite. Précision importante, le déplacement de la cible et de l'attaquant sont considérés comme simultanés. Le cas échéant, la cible et l'attaquant peuvent chacun avancer sur la case de l'autre.
Bien que le dogfight soit non létal, il permet d'expulser un adversaire vers la zone extérieure ou une zone d'artillerie active afin que la cible soit automatiquement détruite. Un chasseur peut aussi attaquer en dogfight pour ne pas se sacrifier en joute et se mettre ainsi en bonne position pour le tour suivant. Et au besoin, cette attaque peut permettre de déplacer un chasseur ennemi occupant un point de contrôle. Enfin, concernant le chef d'escadron, comme celui-ci possède 3 points de vie, il faudra éventuellement l'attaquer 3 fois de suite avec une attaque létale pour le détruire. S'il subit une rafale mais qu'il lui reste des points de vie, le joueur attaquant pourra le faire fuir comme pour un dogfight, c'est-à-dire le tourner d'un cran maximum vers une case libre et le faire avancer sur cette case. De même, s'il subit une embuscade ou une rafale par l'arrière alors que ces 3 cases avant sont occupées, le chef d'escadron encore vivant et le chasseur attaquant resteront sur place, mais l'attaquant peut toujours choisir de les tourner chacun d'un cran. Pour finir, il existe une autre action passive que la proximité. Lorsqu'un chasseur ennemi vise directement le chasseur actif de côté au début de son tour, il effectue une action passive dite de suppression. Cela signifie que le chasseur actif ne peut pas effectuer de rotation initiale pour attaquer directement cet ennemi, et ce avec n'importe quelle attaque. S'il souhaite l'attaquer, il devra d'abord se déplacer au moins d'une case. Dans cet exemple, Gris subit la suppression de Bleu et ne peut pas se tourner directement vers lui pour l'attaquer en dogfight. Cependant, comme la case d'à côté est libre, Gris peut faire un déplacement tactique d'une seule case, donc se tourner de 2 crans et attaquer Bleu en dogfight pour l'expulser. Voilà, cette explication des règles de base de Star Squadrons est maintenant terminée. Merci de l'avoir regardé. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut, à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Et si vous avez des avis ou des questions sur les règles, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Quant à moi, je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos sur le jeu.